Merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité justement de parler des activités qu'on développe ici à l'Université du Havre et notamment dans le cadre de cette structure fédérative autour des activités sur la blockchain. Je suis très content d'ailleurs de cette première présentation qui montre effectivement que dans ces technologies, il faut les amener avec prudence, et je partage tout à fait ce point de vue. Il faut aussi savoir que même si le jeu des challenges, on va dire, un peu économiques et de certains opérateurs de vouloir prendre position dans ces technologies qui sont effectivement qui à terme vont avoir un fort impact économique dans le commerce international, et donc il y a des enjeux assez forts. C'est effectivement bien qu'il y ait des choses qui se développent. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de réflexion et du travail de recherche à faire sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on s'intéresse à tout ça. Alors, voilà, ce que je vais vous présenter, donc, déjà un petit contexte. Je vais plutôt, contrairement à votre présentation, plutôt commencer par le côté Smartport, auquel je vais m'intéresser, donc un peu les évolutions des infrastructures portuaires. Donc, en aparté, avant le démarrage, je discutais avec le collègue qui vient de présenter, qui s'agaçait un petit peu des différents vocabulaires autour du smart, mais on va voir un petit peu ce qu'on entend par ces aspects de Smartport. Ensuite, je vais un peu prendre le contre-pied de ce qu'on souvent on a tendance à voir comme image du monde académique, dans lequel on a l'impression que souvent dans des labos de recherche, on a 2-3 personnes qui sont en train de fabriquer la solution du futur et qui travaillent de leur coin, qui arrivent après auprès des opérationnels en leur disant: vous voyez, on a une belle solution et on va tout vous expliquer. Là, c'est effectivement pas la bonne solution. On voit bien qu'avec la présentation précédente, qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que les uns et les autres comprennent en quoi cette technologie, comment cette technologie va être utilisée et comment elle va apporter des solutions. Parce que vous êtes sans doute un peu comme moi, vous avez vu que la blockchain fait les grandes unes de beaucoup de magazines et un peu partout. On pourrait croire que c'est une manière pour les potentiels utilisateurs de se familiariser avec ce contexte, avec cette technologie, et de prendre un peu confiance pour l'adopter, mais en général ça produit souvent l'effet inverse, c'est-à-dire ça a plutôt tendance à effrayer les gens qui ne comprennent pas forcément très bien comment tout ça va leur être utile et efficace. Donc pour ça, on a besoin de travailler justement dans ce que j'ai appelé un écosystème d'innovation, et je vais quand même passer un petit peu de temps pour vous expliquer quelle est la démarche qu'on a entrepris à l'Université du Havre et dans le cadre de la structure fédérative de recherche, qui justement a pour vocation de faire un peu de structuration et de travailler non pas dans son coin, mais de travailler en concert avec les opérateurs du territoire. C'est un peu ce que je vais vous expliquer. Et puis aussi, par précaution, justement, de ne pas travailler dans son coin, mais de regarder comment est-ce qu'on travaille de manière collective à différentes échelles. Après, je vais parler un petit peu des approches un peu disruptives qu'on entend derrière Smartport, derrière les infrastructures portuaires, c'est quand même le sujet. Et je vais vous parler de gestion de marchandises dangereuses par blockchain, qui est un cas d'application concrète sur lequel on travaille, notamment avec le Aroba et le GPMH. Je ne vais pas vous donner de solutions, justement, je reste un peu sur
l'analyse un peu qui vient d'être faite, et je vais plutôt vous pointer un certain nombre de notions sur lesquelles il faut faire attention. Hein. Certaines ont déjà été évoquées, et mon propos c'est plus d'essayer de voir justement où est-ce qu'il y a des verrous, et de faire attention à ces verrous, plutôt que de se lancer dans des solutions dont on a vu qu'elles posent un certain nombre de problèmes, à commencer par les aspects énergivores qui ont été expliqués précédemment. Alors, juste un contexte un petit peu général hein, du paysage dans lequel on se trouve aujourd'hui. Hein, c'est le territoire Havrais, c'est un territoire qui est au cœur de réseaux de flux économiques. Hein. On est un lieu dans lequel les échanges internationaux sont relativement intenses, mais c'est aussi un territoire qui est caractérisé par un écosystème naturel qui est assez complexe et riche, et donc important à préserver. Et puis on est aussi dans un lieu dans lequel on a une interface entre la ville et le port qui crée une forme d'identité et une forme de contexte social. Donc on est dans un système, sur un territoire sur lequel on a différents types d'enjeux, hein, environnementaux, économiques, sociétaux. Donc, les aspects de logistique auxquels on s'intéresse, c'est comment est-ce qu'on gère ces flux et ces infrastructures logistiques dans ce contexte, hein, ce qui introduit un peu cette notion d'intelligence territoriale dans le sens où effectivement il faut comprendre la complexité du territoire et préserver un certain nombre d'aspects de ce territoire et développer des systèmes logistiques à partir de ça. C'est un peu ça qui mobilise la notion de smart port, sur lequel je vais revenir tout à l'heure un peu. J'attire l'attention justement sur un peu la complexité des aspects qui sont compris derrière cette notion de smart, qui n'est pas simplement l'intégration de technologies, mais qui est aussi soucieuse des enjeux environnementaux. Alors l'écosystème d'innovation dont je vais vous parler, c'est, comme je vous disais, je vais prendre un petit peu de temps pour en parler parce que c'est un aspect important. On ne peut pas commencer à travailler sur la blockchain sans réfléchir à la manière dont on accepte cette technologie et comment les gens vont s'en saisir, parce qu'effectivement, sinon, comme l'a dit le précédent intervenant, on peut avoir des beaux systèmes qu'on affiche, et puis derrière avoir tout un tas de processus qui restent encore assez rudimentaires. Donc s'il n'y a pas cette acceptation, ça ne fonctionne pas bien. Donc je vais présenter rapidement la structure fédérative de recherche que j'ai eu le plaisir de diriger, une plateforme technologique qui est le campus logistique, qui n'est pas très loin d'ici. Je vais aussi parler d'un groupement, rapidement vous parler du groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle Trafistan, donc qui a permis, dans lequel on s'intéresse à cette notion de smart port et de blockchain. Je vais aussi évoquer un groupe de travail qui a été fait sur le territoire Havrais, donc qui a pour but de développer une compétence autour de ce concept de smart port. Et puis, pour vous expliquer effectivement qu'on ne travaille pas seul, on commence déjà par aborder ces problèmes-là, non pas de manière isolée sur notre territoire Havrais, même s'il a toutes les capacités de nous mobiliser sur des questions qui sont difficiles à traiter, mais c'est encore mieux quand on le fait au sein de... On travaille de concert avec d'autres grands ports, notamment européens. C'est ce qu'on a fait pour la construction de projets. Et puis, je vais revenir sur une labellisation ETA3, un projet IDE qui s'appelle IDE Panema, qui permet justement d'essayer de mettre en place une coordination européenne pour le développement d'innovation, en concertation avec un cluster d'industriels qui sont essentiellement des fournisseurs de capteurs et de réseaux, et puis des autorités portuaires. Alors la structure fédérative, donc assez rapidement, voilà, qu'est-ce qu'on s'intéresse là. La structure fédérative, on a donc je sais pas si
Donc voilà, on a un territoire avec un certain nombre d'enjeux qui nous s'intéressent. On a un certain nombre d'académies dans des différentes disciplines qui vont contribuer justement au développement de la logistique. Donc, ce que je veux souligner ici, c'est que pour travailler sur la logistique, notre point de vue ici, c'est pas de dire qu'il faut créer une nouvelle discipline, mais je pense qu'il faut faire travailler de concert des gens qui sont des spécialistes dans leur discipline. Ici, j'en ai cité quelques-unes, et puis à partir de l'analyse et de la perception des problèmes du territoire, on a un peu de fusion à faire ou de réseau à faire entre ces différentes disciplines pour revenir vers des propositions un peu stratégiques autour des notions d'intelligence territoriale et smart logistique. Donc la structure fédérative aujourd'hui elle est composée de 9 laboratoires de recherche qui sont issus de 4 établissements, donc l'Université du Havre-Normandie, l'ENN, l'ENSM et les CIGELEC. C'est une structure qui est en train de se développer, notamment au niveau de la Normandie, et puis aussi qui sert d'appui sur une initiative au niveau de la Vallée de Seine, pour l'Institut de la Vallée de Seine qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Alors, le campus logistique, c'est une plateforme technologique, donc l'objectif c'est de consolider justement l'enseignement, ingénierie et formation et recherche. Vu que j'ai fait une erreur sur cette slide-là, je corrige ça. Donc il y a trois pôles et technologiques qui sont proposés dans cette plateforme. Donc un pôle données numériques, système d'information géographique, modélisation, un pôle autour de la logistique industrielle, la robotique, des drones, usines du futur, et puis un pôle sur les salles immersives et réalité virtuelle. Donc je vous montre ici les activités sur les données numériques. Donc il y a notamment un projet, un travail qui s'appelle DevPort qui permet de recenser un certain nombre de données. Vous savez que les données sont un vecteur important dans le domaine de la logistique. Et donc on a cette initiative qui permet au moins sur la vallée de Seine, vous voyez aussi sur le nord de la France, de recenser un certain nombre d'informations à travers un système d'information géographique, et puis derrière il y a aussi des travaux de modélisation pour essayer de reconstruire ces réseaux logistiques. Sur la robotique, voilà un sujet sur lequel on a souvent discuté avec David qui en a une bienveillance sur ces travaux qui s'y font. Voilà, je vous présente ici un peu tout le bestiaire, on va dire, des robots qui peuvent être utilisés, et puis surtout un travail important qui se fait sur du traitement de l'entreposage logistique qui se fait avec la collaboration de drones et de robots mobiles, et puis aussi des travaux sur la robotique en essaim pour, par exemple, faire de la surveillance de sites académiques. On a eu la chance d'avoir ici sur la droite la visite de notre ministre responsable des douanes qui est venu nous visiter dans le cadre justement du GIS-Trafis que je vais évoquer rapidement tout à l'heure, ou tout de suite même. Donc le Trafis Lab, c'est un groupement d'intérêt scientifique donc, qui regroupe la douane française, Aropa, Sogep, l'ISED et l'université de Normandie, donc qui est un laboratoire de recherche appliquée pour la facilitation, la fluidification, la sécurité du passage de la marchandise qui intègre justement ces aspects de transition numérique et d'intelligence artificielle. Et on va le voir, donc un programme sur la gestion des marchandises dangereuses que je vais vous évoquer tout à l'heure. Donc toujours dans ce déploiement un peu de cet écosystème d'innovation, donc il y a un groupe de travail Smartport qui a été mis en place sur le territoire vrai, pour vous situer un peu le contexte, donc qui réunit à la fois des académiques, à la fois les pôles de compétitivité, dans le pôle TES, le pôle Novalog, qui nous invite aujourd'hui pour cette journée, la CCI, la CODA, etc.
Et donc un certain nombre d'animations qui s'y sont faites. Donc une première journée qui a été faite en 2017. Là, je vous ai mis un extrait d'un article qu'on trouve sur l'usine nouvelle qui réfère justement, qui évoque le premier meet-up qui avait été fait en 2017. On voit effectivement que le sujet de blockchain avait déjà marqué les esprits des gens qui étaient venus écouter. Déploiement à l'international, donc on a un projet qui a été fait, un consortium qui a été monté dans le cadre d'un montage de projet européen qui s'appelle e-Passport. Voilà, les sujets de e-Passport, c'était effectivement l'IoT, la blockchain, la fluidité, la sécurité, des modèles intégrés pour la supply chain durable, et puis tout ce qui est derrière en termes de traitement de données et d'analyse de données, avec un certain nombre de partenaires qui sont indiqués ici. Ici, les 25 partenaires du consortium, mais chaque partenaire avait pour vocation de réunir en fait une forme d'écosystème de end-user. Donc on était arrivé à une construction qui était assez ambitieuse sur ce montage de ce consortium. Donc le projet n'a pas été retenu par l'Europe à l'époque, mais a permis la mise en place de ce consortium, et notamment a permis, par exemple, de trouver une évolution, permis de nous donner en tout cas de l'appui pour faire des évolutions comme celle qui est présentée ici, donc sur une labellisation européenne dans le cadre des programmes Eureka ITEA 3, donc ce projet I2 Panema, qui est une coordination européenne pour le développement d'innovation en concertation avec un cluster d'industriels, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont beaucoup des acteurs autour des capteurs et des réseaux, et avec les autorités portuaires, donc des travaux effectivement dans lesquels on rentre seulement sur des questions concrètes. Cyril Chelot est présent ici, avait organisé il y a quelque temps justement une réunion avec les acteurs du territoire pour effectivement soulever, poser les problèmes concrets auxquels s'intéressent un certain nombre d'acteurs sur le déploiement de l'Internet des objets, et donc évidemment derrière les blockchains. Voilà, donc sur ce projet à l'échelle européenne, il y a 36 partenaires sur 5 pays, et puis on travaille aujourd'hui sur la partie du consortium français pour faire un dépôt à l'ADN. Donc voilà pour vous expliquer, avant d'annoncer le contexte dans lequel on travaille, qui est effectivement un contexte qui est important en termes de collaboration, de travail avec les partenaires, les opérationnels de terrain, et je pense qu'on peut pas éviter, enfin c'est important justement d'avoir ce type d'approche pour essayer d'avancer sur des technologies qui peuvent pas être implantées comme ça du jour au lendemain sans avoir bien compris leur intérêt. Donc sur les smart ports, une vision un peu disruptive qu'on avait essayé de mettre en œuvre, qu'on avait monté le programme e-Passport. Vous avez donc aujourd'hui au niveau des systèmes d'information, vous avez des systèmes d'information qui sont centralisés, qui captent un certain nombre d'informations, donc à partir des ports, à partir des bateaux, des flux maritimes, à partir des conteneurs dans lesquels il y a des problèmes d'interface au niveau des territoires des villes. On a à gérer aussi des problèmes de ressources énergétiques, et puis des impacts environnementaux. Alors, ça c'est un peu la vision qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, cette disruption, voilà comment on la présente ici, c'est effectivement l'implantation
d'un certain nombre de réseaux de capteurs un peu à tous les niveaux, donc sur les navires sur lesquels on espère avoir des informations on a des informations qui permettent de les géolocaliser, qui permettraient aussi d'informer les capitaineries au moment de leur arrivée. Voilà, des containers intelligents dont tout le monde parle, des territoires aussi équipés d'un certain nombre de capteurs, et puis des approches décentralisées autour de tout ça pour essayer d'avoir des bases de données un peu plus enrichies qu'elles sont, un peu plus mutualisées qu'elles sont aujourd'hui, et puis essayer de faire du diagnostic sur tout ça pour savoir comment on arrive à respecter un certain nombre de contraintes environnementales, de contraintes énergétiques. Alors dans ces problèmes, on a bien compris que la clé, c'est un peu les aspects d'Internet des objets. Donc un des sujets sur lequel un certain nombre de personnes, mon collègue Claude Duvalet qui est présent dans la salle, justement, on est un peu un spécialiste, c'est les problèmes de gestion temps réel sur l'Internet des objets. Effectivement, là on a besoin de gérer un certain nombre de flux d'informations derrière tous ces systèmes de capteurs, et une première difficulté, en plus des problèmes de sécurité, c'est effectivement de savoir quand est-ce que les données sont bonnes, quand il faut les rafraîchir, quand est-ce qu'elles sont fiables, etc. Donc un aspect aussi important à prendre compte. Et puis donc la technologie blockchain, assez naturellement, quand tous ces réseaux de capteurs sont mis en place et envoient des informations, il faut... qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de dématérialiser un certain nombre de documents. Hein. On vous a expliqué tout à l'heure, sur la présentation précédente, effectivement la lourdeur de la gestion des documents qui vont d'un service à l'autre. Donc effectivement, l'idée c'est de pouvoir dématérialiser, et à partir du moment où on dématérialise, il faut avoir une forme de sécurisation sur ces documents, et c'est là que la blockchain apporte des solutions. Alors j'avais effectivement pas prévu de parler de manière détaillée des technologies blockchain, et c'est très bien puisque ça a été fait précédemment. Je voulais simplement quand même revenir sur une vision assez orthophénoménale, de la définir de manière assez synthétique. C'est effectivement de parler de la blockchain comme une forme de registre distribué donc, sur un réseau, donc, qui est infalsifiable, qui est publiquement et gratuitement consultable. Voilà, donc on a les aspects public que j'ai mis en italique, sur lequel on va revenir, gratuitement consultable et régi par un système de consensus. Donc on parle de blockchain, hein, vous l'avez compris, en commençant déjà par le sujet qu'il a initié, qui est la monnaie électronique. Hein. On est sur des problèmes qui ont rapport avec des transactions d'une manière assez générale. Donc, voilà, cette technologie permet effectivement de faire de la notarisation et de la traçabilité d'informations, ce qui, comme ça a été expliqué, est bien imagé par Marian tout à l'heure, c'est qu'effectivement on a un système dans lequel on a une inscription qui... donc effectivement, on pourrait imaginer qu'on reconstruise toute la blockchain depuis le début, mais c'est quelque chose qui est pas réalisable de manière pratique. Donc on a l'information, ça permet d'avoir des outils de traçabilité, à la fois sur le contenu par exemple de la marchandise, hein, puisqu'on va parler de marchandise tout à l'heure, et puis aussi sur les opérations qui peuvent être effectuées pendant le transport de la marchandise.
Voilà, on a des transactions qui sont sécurisées et qui peuvent être conditionnelles avec un certain nombre d'acteurs. Donc c'est justement ce qui a été illustré aussi, et c'est ce que permet de faire des smart contracts, qui permet justement de pouvoir inscrire à l'intérieur de ce registre distribué un certain nombre de programmes finalement qui doivent être exécutés, vérifiés, et qui apportent qui conditionnent le déroulement d'un processus, comme les BL qui ont été expliqués précédemment. Et puis, sujet qui fait controverse justement, c'est ces notions de blockchain privée, hein, parce qu'effectivement, on a bien dans une blockchain le principe, et la force en fait, de ces blockchains, c'est que on ne voit pas, comme ça a bien été expliqué tout à l'heure, on ne voit pas le contenu des données qui sont véhiculées, mais par contre, on voit les transactions qui ont été effectuées. Et c'est aussi l'intérêt, alors, dans certaines opérations, alors ça permet d'apporter une forme de sécurité dans le fait de pouvoir voir les transactions, mais dans certaines opérations, tracer les transactions qui ont été faites entre des opérateurs, ça peut permettre d'identifier, ou ça peut être une difficulté en termes de concurrence commerciale, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un peu comme dans les systèmes un peu de respect on a les mêmes difficultés, par exemple, sur les... si je prends des données de téléphonie mobile, hein, je parle de ça, parce qu'effectivement, j'ai été amené aussi à travailler sur ces sujets-là. Si un opérateur de téléphonie mobile donne des données anonymes sur des traces de téléphonie mobile, plein de gens vont vous expliquer que finalement, on pourra, même si c'est anonyme, en regardant quelles sont les traces de téléphonie, on peut commencer à identifier un certain nombre d'individus. Donc là, c'est un petit peu le même problème, c'est que ces transactions publiques amènent une certaine confirmation de certaines opérations, mais dans certains cas peuvent poser des problèmes. D'où l'intérêt, c'est la raison pour de parler de blockchain privée, mais qui perd effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut s'interroger finalement sur le fait de perdre cette visibilité publique qui est une partie de la confiance qu'on met dans la blockchain. Alors les programmes sur lesquels on travaille aujourd'hui, donc c'est des programmes donc justement dans le cadre de Trafic Lab, ce qu'on demande d'intérêt scientifique sur la gestion de marchandises dangereuses par blockchain. Donc il s'agit de s'intéresser à la sécurisation des données d'échange dans un modèle distribué de chaînes logistiques porteurs par l'utilisation de blockchain. Donc c'est une étude qui est menée par un cabinet qui est EY et sur lequel GPMH et l'Université du Havre collaborent, en tout cas travaillent de concert sur le développement de cette étude. Qu'est-ce qu'on entend derrière tout ça? On parle de containers intelligents dans lesquels on va avoir un certain nombre de capteurs, des problèmes autour de l'Internet des objets, des capteurs des émetteurs. Donc à quoi on peut s'intéresser? C'est la position de ces conteneurs, des capteurs d'hygrométrie, de température, quand on transporte certains types de marchandises, l'ouverture de portes ou des problèmes de luminosité. Voilà, donc on a toutes ces informations-là qui, bien utilisées, vont apporter des flux de données qui peuvent permettre d'optimiser des opérations de transport et de sécurisation de ce transport de marchandises dangereuses. Donc l'apport dans la blockchain, c'est qu'on utilise un registre numérique qui est sécurisé. Donc ça permet de faire de la dématérialisation, de supprimer un certain nombre d'engagements signés, comme ça a été illustré juste avant. Donc ça permet effectivement de ne pas avoir de falsification du contenu ou des opérations, d'avoir de la traçabilité du contenu et des conditions de transport. Et puis
ça peut permettre aussi de penser à un certain nombre de traitements sur les données qu'on a accumulées, faire de l'apprentissage sur ces données, et puis, vous expliquez Trafislab, un des opérateurs importants, c'est les douanes, c'est par exemple de pouvoir identifier des situations critiques à partir de ce flux de données qui est apporté par ces réseaux de capteurs. Et donc là, d'où là un peu l'usage de l'intelligence artificielle pour essayer de faire cette analyse de situation critique, qui se fait effectivement en plus de manière dynamique. Voilà donc un peu l'intérêt de l'apport de la blockchain sur ces problématiques-là. Et puis comme je vous l'avais dit, je vais terminer, non pas pour vous présenter la solution qui a été mise en œuvre à partir de l'étude qui n'est pas encore complètement finie et sur laquelle un certain nombre de travaux vont se mettre en place, notamment un travail de thèse qui vient tout juste de démarrer. Voilà. Camille Simon, qui est aussi présente dans la salle, qui est en train de travailler sur ce sujet-là. Mon propos, c'est plutôt d'apporter des points d'attention sur ces solutions blockchain. Je vais rebondir bien sur des choses qui ont été dites juste avant. Donc les aspects de caractère public, privé, donc où effectivement les solutions complètement privées, je partage le point de vue qui a été exprimé juste avant, on perd un petit peu des aspects de confiance en fait derrière la blockchain. Donc souvent les bonnes solutions, c'est des solutions qui peuvent être mixtes, dans lesquelles on va avoir effectivement une partie publique qui apporte de la confiance et puis une partie plus privée qui permet de s'assurer de ne pas avoir de conflit, de compétitivité entre certains acteurs. Donc les questions, c'est où est-ce qu'il faut avoir de la visibilité sur les transactions pour des problèmes qui sortent peut-être un petit peu des aspects de logistique portuaire, c'est la préservation de la vie privée quand on utilise ces technologies-là pour le problème de RGPD, c'est un autre sujet sur lequel on avait travaillé il y a quelques temps, mais voilà. Et puis voilà un point un petit peu qui fait sur lequel un certain nombre de gens travaillent aujourd'hui, c'est d'essayer de développer des solutions aujourd'hui qui sont identifiées sous le terme Zero Knowledge Proof, qui consiste à mettre en place des systèmes dans lesquels et des dispositifs un peu inspirés de théorie des jeux, dans lesquels on veut prouver que l'on connaît une information sans pour autant dire quelle est cette information. Donc j'ai juste terminé. Après, il y a les problèmes de consensus. Donc effectivement, les consensus, c'est ce qui a été expliqué par les preuves de travail précédemment, donc effectivement qui sont des solutions dans lesquelles on demande pour une inscription dans une blockchain qu'un certain nombre de mineurs dépensent une énergie considérable pour résoudre un problème, et ça c'est effectivement pas viable, hein, surtout si on imagine qu'on développe ces technologies-là pour toutes les transactions portuaires qui se font sur un site comme le port du Havre. Donc on a d'autres solutions qui sont proposées, qui sont des preuves d'enjeu ou des preuves d'autorité. Preuves d'autorité étant plutôt réservées aux solutions de blockchain privée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur ces solutions-là, justement, on essaye d'écarter ce calcul et ces dispositifs de confiance qui consomment de l'énergie. Et puis la scalabilité, dernier point, c'est le nombre maximal de transactions par unité de temps. Donc il faut effectivement faire attention à la complexité des réseaux décentralisés et du système de consensus. Et quand on veut déployer des solutions blockchain, par exemple sur l'Internet des objets et à l'échelle d'un port, on va avoir une grande quantité de données à traiter. Et effectivement,
l'explication qui a été faite sur le Bitcoin, sur lequel il faut attendre 10 minutes pour avoir la solution de la transaction, c'est des choses qui effectivement ne peuvent pas fonctionner sur de la fluidité de processus. Voilà. Merci pour votre attention.